c'est moi, Jean-François Gagnon, étudiant en maîtrise à l'UQAM. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vous remercie de vous être déplacé aujourd'hui pour entendre cette présentation que je vais faire avec ma directrice de recherche, Marie-Emmanuelle Laquerre, qui est à ma gauche, c'est ça? Oui, okay. C'est moi. Donc, juste un petit survol de la présentation. Il va y avoir une mise en contexte de la pertinence sociale et scientifique du projet qui va être faite par Marie-Emmanuelle. Puis après, on va y aller progressivement, un peu comme une présentation classique. En fait, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est mon projet de mémoire, en fait, que je suis en train de terminer. Je suis en train de réviser les derniers chapitres de ce merveilleux projet, que quand même, ça fait presque 4 ans plus que 4 ans que je travaille dessus, parce que je suis étudiant au cheminement à temps partiel. Donc, il y a la présentation, là, comme je disais, classique, la problématique du cadre théorique, de la méthodologie. Une présentation des résultats, puis j'espère en fait, je veux vraiment qu'on ait le temps de discuter, parce que je suis ici un peu pour prendre vos impressions, vos commentaires, vos questions par rapport à les résultats que je veux vous présenter suite à notre analyse sur le terrain. Donc, je laisse passer la parole pour l'instant à Marie-Emmanuelle. C'est un grand plaisir de venir appuyer Jean-François dans cette présentation qui m'apparaît fort pertinente au plan scientifique et social. En fait, quand on parle de la migration, la grande majorité des travaux vont démontrer que ça place l'individu dans une période d'incertitude qui va être plus ou moins longue, plus ou moins variable, mais dans la grande majorité des cas, l'individu, que ce soit un homme, une femme, que ce soit une famille qui arrive, que ce soit des gens seuls accompagnés d'un statut ou d'un autre, vont, pour la grande majorité, vivre des chocs culturels, vivre des chocs de rencontre avec les différents milieux auxquels ils vont être confrontés dans la société d'accueil. Ils vont avoir à vivre des chocs de valeurs. Ils vont avoir des conditions de vie qui sont souvent précaires, notamment dans les premiers mois de leur arrivée. Mais ce sont aussi des conditions là, qui peuvent perdurer pendant un certain temps. Fait qu'on voit qu'il y a quand même des points communs entre... le phénomène migratoire en soi présente des points communs chez toutes les personnes qui vont connaître la migration. Il y a un élément qui ressort et qui est fondamental, c'est l'importance du lien social. Ce lien social-là qui va finalement se transformer en soutien social. Là encore, la grande majorité des études démontrent que si on arrive dans un pays d'accueil seul, sans réseau, en fonction des contacts qu'on va conserver avec les gens de notre pays d'origine, ça va avoir un grand impact sur la qualité de notre intégration, puis sur le bien-être et sur la santé globale des individus. Et quand on parle de santé globale, là, c'est santé physique, santé psychologique, et on y ajoute aussi la santé là, spirituelle. Donc, ce lien social-là est fondamental. Et ce qui est important de voir, c'est d'être capable de cibler quelles sont les différentes appartenances sociales des migrants. Parce que d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre, des différents contextes de migration à l'autre, on va se retrouver avec différentes trajectoires qui vont avoir une influence sur les modes de structuration qui vont être mis en place par les personnes. Comme je disais tantôt, est-ce qu'on conserve des liens avec des membres de notre pays d'origine qui sont en terrain d'accueil, mais aussi qui sont dans notre pays natal? Est-ce qu'on établit des liens avec les gens de la société d'accueil? Il y a des gens qui sont extrêmement retirés dans les premiers mois, qui se sentent très seuls, qui vivent des périodes d'isolement et de précarité qui peuvent avoir de forts impacts, justement, comme je disais tantôt, sur leur santé globale. Il y en a d'autres, par contre, qui vont avoir plus de facilité à élaborer des liens sociaux, mais justement avec différents membres de la communauté ou différentes ressources qui sont offertes par le pays d'accueil. Donc, c'est une question de savoir avec quelle communauté, finalement, les individus, les gens, les familles créent des liens, quel type de lien on va établir et quelle forme de lien, finalement, on va créer. Comme je mentionnais tantôt, au niveau de la pertinence sociale et scientifique, il y a très peu d'études qui se sont penchées sur l'expérience post-migratoire des immigrants gays et lesbiennes. On va beaucoup s'être penché sur les facteurs discriminatoires, sur la difficulté d'intégration, mais
sans nécessairement cibler le vécu spécifique et expérientiel des individus qui font partie de ces groupes. Et justement, il y a des recherches de Claudia Fournier et Hall qui ont été effectuées en 2007 qui démontrent que c'est hyper important de sensibiliser les milieux et les pouvoirs publics là, à bien connaître les réalités de la migration pour mieux aider ces personnes-là dans le but de faciliter leur intégration et à la fois de promouvoir leur bien-être. La dimension du lien social prend ici une importance fondamentale, comme je vous dis, parce que le réseau d'entraide démontre que lorsqu'une personne réussit à créer des liens, ben, autant pour ça a des effets sur sa santé globale dans son ensemble et ça facilite bien sûr l'intégration des individus. Bien que l'on mentionne l'importance de connaître l'établissement de ces liens sociaux-là et les expériences post-migratoires, il y a peu de recherches qui ont été faites sur les communautés gays et lesbiennes, comme je mentionnais. Il y en a certaines que je nommerai pas parce que le clou de la présentation, c'est Jean-François. Mais il y a encore moins de recherches qui ont été faites sur les hommes immigrants racisés, homosexuels. Et c'est justement ce que nous propose Jean-François dans la recherche qu'il est en train de terminer, où il fait ressortir les particularités du lien social chez cette catégorie populationnelle-là et différentes formes que peuvent prendre le lien social. J'ai mentionné tantôt qu'il y a différents lieux de socialisation possibles. Jean-François en a choisi 3, ce qui me paraît très intéressant aussi. Il a décidé de regarder la communauté d'accueil dans son ensemble et tout en incluant le fait qu'il y a 2 autres communautés qui font partie de la communauté d'accueil. Il s'est aussi penché sur la communauté LGBTQ. L'appartenance de ces hommes migrants à cette communauté et les liens que l'on va conserver avec des gens provenant de la société d'origine, mais dans la société d'accueil. Alors, Jean-François nous démontre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le parcours unique de ces personnes-là et les différentes perceptions qu'elles vont avoir de ces différentes communautés et les différents liens aussi qui ont été établis avec ces communautés-là. Ça démontre aussi, moi, ce que je trouve très intéressant dans ton mémoire, c'est qu'il y a des liens possibles à faire avec la migration en général, mais que les hommes immigrants racisés, homosexuels ont des particularités, des spécificités, et c'est ce que Jean-François fait ressortir. Il y a aussi la question de la discrimination qui est en trame de fond de son mémoire, sans qu'il mette le focus sur cette dimension. Et est-ce que tu en parles dans tes résultats, j'imagine? Un peu? Oui, bien OK, sûr. on aura l'occasion d'en revenir. Mais c'est intéressant de voir, en fonction des appartenances croisées, lorsque l'on est gay, lorsque l'on est migrant, lorsque l'on fait partie d'une minorité visible, est-ce que ce sont des facteurs qui, dans l'élaboration de nos liens sociaux, vont avoir pour effet qu'on va être plus victime de discrimination ou ce ne sont pas des facteurs qui ont une influence fondamentale? Je laisse la parole à Jean-François. OK, merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. Tu as bien mis la table parce qu'en fait, il y a des choses que tu as abordées que je voulais aborder aussi, donc on aura déjà passé sur ces points-là, donc je te remercie encore une fois. Alors, bref survol de l'immigration au Québec, un peu comme ça a été mentionné par Marie-Emmanuelle, les différents défis que, en fait, tous les immigrants vont devoir faire face au niveau économique, mais au niveau aussi social, un peu comme tu l'as mentionné. Donc, je ne m'attendais pas là-dessus, mais on va y revenir avec les résultats que je vais présenter plus tard. Mais peut-être encore quelques statistiques sur l'immigration pour que tout le monde sache un peu de quoi on parle, parce qu'on entend beaucoup dans les médias, surtout avec la dernière campagne électorale, on a entendu parler de plein de statistiques, de plein d'idées, d'opinions sur l'immigration. Donc, j'allais dire, pour mettre la table un peu rapidement, mais le fameux chiffre du 50 000 qu'on a entendu beaucoup au cours de la campagne électorale, mais durant les 10 dernières années, c'est ça le chiffre, en fait, le nombre d'arrivées, le nombre de personnes qui sont arrivées au Québec, qui se sont établies comme de façon permanente. On parle de 50 000 personnes environ qui se sont établies, donc à chaque année au cours des 10 dernières années. Donc, ce chiffre est bon, 50 000. Puis, parmi les 50 000 parmi les 10 dernières années, les différentes catégories d'immigration, en fait, on parle qu'à 65,7% des cas,
c'est des immigrants qu'on dit des immigrants économiques qui sont venus s'établir au Québec. Donc, encore une fois, on parle des 10 dernières années, donc à chaque année, ces gens-là sont venus majoritairement donc à plus que 65%. Puis la catégorie économique, évidemment, c'est des gens qui doivent répondre à certains critères. Notamment, on parle d'éducation, on parle de leur âge, est-ce qu'ils ont des enfants, pas d'enfants, c'est quoi ça justement le métier qu'ils occupaient dans leur pays d'origine. Donc ils sont sélectionnés un peu sur le tri pour, c'est comme dépendamment des besoins aussi économiques qui sont établis par les gouvernements. Souvent on choisit la crème de la crème dans le sens les plus éduqués, les plus grand nombre d'expériences dans leur profession en tant que telle. Donc, c'est vraiment des immigrants qui sont sélectionnés à cause de différents critères qui veulent répondre à différents impératifs économiques. Ensuite, à 21,4%, on parle des gens qui viennent ici selon le regroupement familial. Donc, c'est des citoyens canadiens, des gens qui ont la citoyenneté canadienne, qui parrainent leur famille, les membres de leur famille, les parents, conjoints, conjointes et des enfants. Après, on tombe à 11,3%, on parle des personnes qui sont reçues ici comme réfugiés. Donc, durant la période, les 10 dernières années, en fait, de 2006 à 2016, encore une fois, l'importance est vraiment mise sur l'accueil des immigrants de la catégorie économique. Donc, ça, c'est un peu pour les statistiques, si vous voulez, sur l'immigration. Je ne vais pas revenir sur les enjeux socio-économiques individuels, mais évidemment, on entend beaucoup parler des difficultés d'intégration des immigrants, trouver un emploi, s'intégrer au marché du travail. C'est souvent ça qui ressort lorsqu'on aborde la question de l'immigration. Je l'ai abordé aussi avec mes participants, j'aurai le temps d'y revenir un peu rapidement, mais évidemment, un peu comme tu l'as mentionné, tout le monde passe à travers les mêmes défis, si on veut, qu'on arrive seul, qu'on arrive avec sa famille, sans sa famille, qu'on soit issu des communautés LGBTQ ou non. Parlant des communautés LGBTQ, donc, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous avez une citation qui parle plus spécifiquement des personnes racisées qui s'identifient aux communautés LGBTQ. C'est un peu ce que Marie-Emmanuelle a dit, c'est de ces personnes-là, l'étude de LH-Ely de 2015 a mis de l'avant qu'ils appartiennent souvent de façon conflictuelle à différentes communautés. Donc, les 3 communautés que j'ai choisies, comme on a dit, je parle de la société d'accueil, les communautés ethnoculturelles et les communautés LGBTQ. Donc, je me suis inspiré des travaux du rapport de LH-Ely pour un peu faire évoluer ma pensée. En fait, c'est ça qui a piqué mon intérêt pour pouvoir aller plus en profondeur dans ce sujet-là. Puis, la citation aussi que j'ai mise sur la diapo vient de la coalition Multimundo, qui est en fait une coalition de différents organismes qui travaillent spécifiquement avec les personnes racisées issues des communautés LGBTQ. Puis leur mot, en fait, c'est ça aussi qu'ils utilisent. Ils disent, à cause de la complexité de nos identités multiples, nous rencontrons des obstacles dans nos relations, nos affiliations avec nos familles, nos communautés ethnoculturelles, nos communautés sexuelles ou de genre, nos institutions religieuses, la société au sens large au Québec, et même dans le lieu de travail et dans nos quartiers. Donc, cette difficulté-là aussi, si on veut, j'allais dire, supplémentaire qui s'ajoute lorsqu'on appartient aux communautés LGBTQ, bien, c'est un petit peu ça qu'on veut analyser avec le projet avec mon projet de mémoire. Ton projet de mémoire. OK, bon. J'avais le nous royal, mais bon, je vais faire le moi royal pour continuer. Peut-être juste une petite statistique aussi avant de passer à l'autre diapositive. Encore une fois, je reprends les 10 dernières années, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux statistiques d'immigration, mais aussi, lorsqu'on parle des 10 pays de provenance des immigrants, au cours des 10 dernières années, ce qu'on se rend compte, là, le top 10 des pays d'où les immigrants viennent, il y a 5 de ces pays-là qui ont des lois qui pénalisent l'homosexualité ou l'orientation sexuelle. 3 autres pays n'ont pas de loi spécifique, mais n'offrent non plus aucune protection juridique spécifique pour les personnes appartenant, que ce soit pour l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc, sur les 10 pays, il y en a seulement 2 qu'on pourrait dire où la protection juridique elle est offerte. Elle est offerte dans le sens un peu comme ici au Canada, parce qu'on se targue évidemment de dire que le Canada accueille les personnes issues des communautés LGBTQ, puis bon, la vie sera belle et ils seront protégés, etc. Ce qui est vrai en partie, mais bon, c'est pas le but exactement de mon mémoire pour l'instant, mais vous comprenez ce que je veux dire? OK, parfait. Merci. Donc, si on s'attend plus spécifiquement à parler du cas des immigrants racisés appartenant aux communautés LGBTQ, on parle
évidemment, du dévoilement ou non de l'orientation sexuelle. C'est un peu ça qu'on a mentionné tout à l'heure. Dans les relations, dans les interactions que les gens vont avoir, c'est toujours la question, est-ce que je dois dévoiler ou non mon orientation sexuelle? Oui, je suis venu ici pour certaines personnes qui avaient déjà fait un processus, qui avaient déjà fait leur communion, si on veut, dans leur pays d'origine, viennent ici, puis ils se disent, ben moi, je vais le vivre ouvertement avec tout le monde, etc. Mais des fois, on se rend compte qu'il y a certaines nuances, il y a comme une négociation qui est faite à chaque fois, à savoir à qui je m'adresse, puis est-ce que je peux vraiment parler de mon orientation sexuelle de façon libre et facilement. Les situations d'exclusion, de discrimination aussi, la même façon qui sont vécues par les immigrants, les autres catégories d'immigrants, si on veut, sont aussi vécues par, évidemment, les immigrants racisés issus des communautés LGBTQ. Mais évidemment, on ajoute à ça l'homophobie et le racisme aussi. Et parlant de racisme, en fait, il y a une étude de Corneau et Hall de 2014 qui s'est intéressée aux communautés afro-caribéennes, aux hommes issus de la communauté afro-caribéenne. Et ça couvrait un peu, là, c'est une analyse qualitative et aussi quantitative. Il s'intéressait à cette population-là et il y a eu un questionnaire qui a été posé en 32 personnes qui ont répondu à ces questions-là. Puis on leur a demandé, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que les hommes blancs qui sont attirés sexuellement par d'autres hommes s'intéressent à vous seulement du fait que vous êtes noir? Donc, les réponses qui nous intéressent, évidemment, sont dans le bas du cercle, où à 40,6% les gens ont répondu souvent et 34,4% les gens ont répondu parfois. Donc, il y a cet élément-là qui est caractérisé par Corneau et Hall. On parle de racisme sexuel, qui se veut comme un rejet basé sur des stéréotypes qui sont associés spécifiquement à l'appartenance ethnoculturelle. Donc, du fait qu'on s'intéresse seulement à la personne à cause de son appartenance ethnoculturelle, mais peut aussi amener la personne qui vit cette interaction-là, si on veut, à se questionner aussi sur est-ce que c'est juste ça que je vaux, dans le sens, est-ce qu'on s'intéresse à moi juste à cause de mon appartenance ethnoculturelle. Évidemment, ce que ça amène aussi, c'est toute une négociation par rapport aux différentes identités. J'ai le temps de revenir aussi tout à l'heure sur la négociation d'identité, puis évidemment, l'impact que ça a sur comment on développe son réseau social. Comme je vais vous le présenter avec ma question de recherche, en fait c'est un peu ça aussi, c'est comment les gens vont développer leur réseau social, puis, comme on l'a mentionné, ce qui m'intéresse, c'est le processus d'intégration sociale, mais à travers les trois communautés qui ont été identifiées, donc la société d'accueil dans son ensemble, la communauté du pays rattachée au pays d'origine et les communautés LGBTQ. Ce qui est un peu comme Marie-Emmanuelle l'a présenté, évidemment je suis étudiant à la maîtrise en communication, ce qui fait que le projet est un peu différent, c'est qu'on propose une approche, une perspective communicationnelle. Donc on a choisi de mettre l'avant les questions du lien social pour justement saisir la complexité des rapports sociaux que les hommes immigrants racisés ou homosexuels entretiennent avec des membres de ces trois communautés à la suite de leur expérience de migration. Donc, en fait, comme je vais le représenter tantôt, mais nous, on s'intéresse vraiment aux hommes en contexte post-migratoire. Donc, ça veut dire, il y a le contexte pré-migratoire, les gens sont dans leur pays. Migratoire, sont en train de faire la transition vers le pays d'accueil. Et en post-migratoire, c'est quand les gens sont arrivés et commencent l'intégration dans le pays, dans la société d'accueil. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Donc, rapidement, le cadre théorique qu'on a essayé de mettre ensemble pour pouvoir répondre à cette question de recherche, on l'a divisé en trois grandes parties, si vous voulez. Donc, un peu comme je viens de dire, on essaie de voir le processus migratoire en trois phases. Et on s'intéresse plus à la phase post-migratoire, mais aussi dans la phase post-migratoire, qu'est-ce qui se passe? On parle de l'intégration. Donc, l'intégration des personnes immigrantes prend une grande place. Donc, il y a tout un détail de comment se fait l'intégration avec les différentes étapes et les différents types d'intégration selon ce que les auteurs aussi ont proposé, parce que comme on l'a dit, il y a quand même beaucoup d'études et beaucoup de projets qui sont faits sur l'intégration, donc il y a beaucoup de matériel à ce sujet. Ce qu'on a ajouté, comme on l'a aussi spécifié, c'est comment le lien social se développe. Et quand on parle du lien social,
on utilise la définition de QC 2007. Donc, pour nous, le lien social représente les réalités multiples qui vont de l'ensemble des relations concrètes que l'on entretient avec sa famille, ses amis, ses collègues ou ses voisins, jusqu'aux mécanismes collectifs de solidarité, en passant par les normes, les règles, les valeurs, les identités qui nous dotent d'un minimum de sens d'appartenance collective. Donc, Donc, le lien social, évidemment, mélangé à l'intégration, le but ultime, si on veut, c'est vraiment ça, le sentiment d'appartenance collective. Donc, le fait d'être dans la société puis d'avoir une certaine valeur, si on veut. Puis ça, c'est un des deux fonctions du lien social qui sont proposées par Pogam 2008. Donc, on parle de la fonction du lien social, on parle de protection, mais on parle de reconnaissance et qui permet aux individus justement d'accéder à cette existence sociale. Donc, le lien social nous permet en quelque sorte d'exister. Je ne sais pas si ça vous choque un peu ce que je suis en train de dire, mais le lien social, c'est pour ça que ça nous intéresse aussi, parce qu'on veut en fait dire que les gens qui sont ici essaient de s'intégrer, se créer une place, puis d'exister. Puis la fonction protection aussi, ce qui est intéressant, c'est on essaie de voir comment l'individu va créer ses interactions pour justement pouvoir accéder après ça à la reconnaissance. Donc on a la protection avec les gens avec qui sont autour de nous, avec qui on crée des liens. Donc on a cette protection-là, c'est comme une espèce de noyau qui nous protège, puis après ça, ça nous permet d'avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis d'autres personnes. Finalement, troisièmement, on parle des questions d'identité, d'appartenance multiple et de négociation identitaire. Les concepts qui sont retenus à ce niveau-là, on parle des trois communautés qui ont été identifiées, les appartenances identitaires et la discrimination intersectionnelle. Donc, la discrimination telle que vécue par les immigrants, je pourrais faire un petit survol rapide. La discrimination, c'est le fait d'être traité différemment selon une appartenance personnelle. On parle de sexe, d'orientation sexuelle, d'âge, religion, handicap ou moyen pour pallier ce handicap, par exemple. Et lorsqu'il est question, donc les immigrants peuvent vivre différents types de discrimination, etc. Mais nous, quand on s'intéresse aux hommes racisés, aux hommes immigrants racisés homosexuels, on voit la discrimination comme étant une discrimination intersectionnelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ils ont la caractéristique personnelle, orientation sexuelle et l'aspect racisé. Et au lieu de dire, mais ça plus ça égale une discrimination, la discrimination intersectionnelle, c'est que ce qu'elle dit, c'est que c'est pas une addition ni une multiplication, mais c'est que le fait de mettre ensemble, là, dans un tout, ces deux éléments-là, ça va créer une situation différente et unique de discrimination. Donc, c'est pas parce que je suis racisé et homosexuel que je vais vivre une discrimination X, c'est que l'ensemble des deux font en sorte que c'est une situation qui est unique et qui est créée par cette intersection de vécu discriminatoire un peu, si vous voulez, mais si vous avez des questions ou c'est pas clair, je pourrais revenir plus tard. Donc, rapidement, la méthodologie qui a été utilisée, nous, c'est une recherche qualitative, exploratoire, avisée, compréhensive. Notre approche se veut inductive et on a fait une analyse thématique selon Payet, Mukiele, grazie. Donc, ça s'est fait, j'allais dire, de façon naturelle. On n'a pas eu à se casser la tête pour trouver comment on voulait faire l'analyse et tout ça. Donc, c'est venu assez naturellement. Naturellement, le fait de choisir, mais le fait de le faire, ça a quand même assez été complexe, si je pourrais dire. Mais bon, ça fait partie du processus d'étudiant à la maîtrise. Et on a choisi de faire des entretiens semi-dirigés. Cet aspect-là a été plus difficile à négocier, en guillemets, parce qu'on avait plusieurs idées au début de vouloir faire la façon dont on voulait faire nos entretiens, mais les entretiens semi-dirigés se sont aussi finalement imposés en soi, si vous voulez. Parce qu'on voulait vraiment interroger les personnes sur différentes parties de leur parcours migratoire. Donc, encore une fois, on reprend dans notre questionnaire les différentes phases de migration. Donc, on a questionné les gens sur leur phase pré-migratoire. On a abordé le vécu dans leur pays d'origine, leur situation familiale et leur motivation à vouloir émigrer. Dans la phase migratoire, ça a quand même été assez simple. On parlait des démarches d'immigration et les premiers mois après l'arrivée. Dans certains cas, j'allais dire, quand on parle de phase
migratoires, des personnes qui ont un parcours qui peuvent être assez long, parce qu'on prend l'exemple, par exemple, des demandeurs d'asile qui sont venus du Nigeria, par exemple, dans les dernières années, qui sont passés par les États-Unis, après ça, qui sont venus à la frontière canadienne. Donc, à ce moment-là, l'expérience est plus riche, si on veut, mais nous, c'était quand même assez rapide. Je le temps d'y revenir tout à l'heure pour la passe migratoire. Et on s'est beaucoup plus attardé, en fait, à la phase post-migratoire. C'est vraiment cet aspect-là qui nous intéressait. Parler des relations au cours des dernières années qu'ils ont eues avec des membres de différentes communautés qu'on a identifiées, leur situation actuelle et le sentiment d'appartenance à la société d'accueil. Puis en fait, je vais vous présenter ce qui est arrivé sur le terrain. Une des particularités aussi de notre projet, c'est que nous, on a interrogé des gens aussi que ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient arrivés ici au Québec. Donc l'aspect post-migratoire aussi, la raison pour laquelle on s'y est attardé aussi, c'est qu'on voulait que les gens aient comme un aspect réflectif, en tout cas, certaines réflexions sur tout leur parcours. Donc on voulait vraiment savoir justement l'évolution des relations, etc. 10 ans plus tard, 10 ans après leur arrivée. Donc c'est une des particularités de notre projet aussi. Donc on a réalisé 7 entretiens semi-dirigés avec des participants âgés de 18 ans et plus. Comme j'ai mentionné, devaient être établis au Québec et avoir entrepris eux-mêmes en fait des démarches d'immigration depuis 10 ans et plus. Le 10 ans et plus a été mis aussi pour cette raison-là, parce qu'on voulait pas nécessairement des gens qui avaient immigré avec leurs parents et que c'était pas leur choix, si vous voulez, d'avoir un projet de migration. Donc, ils devaient aussi s'identifier comme homosexuels ou comme hommes ayant des relations amoureuses et ou sexuelles avec d'autres hommes, être nés en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. Et ça, on a mis ce critère-là d'inclusion pour pouvoir essayer le plus possible d'avoir des personnes qui pouvaient être racisées ou s'identifier comme personnes racisées. Quelques faits saillants de notre échantillon. Donc, évidemment, 10 ans plus tard, la plupart des gens sont devenus citoyens canadiens. Donc, ceux qu'on a recrutés, ils étaient tous citoyens canadiens. La plupart nés en Amérique latine et une personne au Moyen-Orient, donc qui naît du Liban. L'arrivée moyenne était en 2001. La plupart sont arrivés seuls, donc 3. D'autres avec un conjoint ou pour venir rejoindre un conjoint qui était ici au Québec, donc 2. Et 2 personnes aussi connaissaient déjà des gens ici. Donc, une personne avait fait un stage dans le cadre de ses études de premier cycle, qui était venue ici faire un stage, qui était toujours en lien avec des gens de son travail, et en fait, on lui a proposé de venir occuper un emploi ici, donc c'est pour ça qu'il est revenu, donc il connaissait déjà des gens ici. Les raisons d'émigrer, donc 2 c'était pour les études, 4 des immigrants économiques et 1 personne réfugiée. Certaines personnes avaient déjà fait leur coming out, avaient déjà évoqué leur homosexualité avant de venir au Québec, donc 4 personnes, et les autres vont le faire après être arrivés ici au Québec, donc 3. Et une autre caractéristique de notre échantillon, c'est qu'ils possèdent tous une scolarité universitaire. La plupart de premier cycle, mais la majorité de premier cycle, mais d'autres aussi des cycles supérieurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération quand je vais présenter les résultats, parce que c'est pas, j'allais dire, toutes les études comment je pourrais dire ça? Ben, c'est ça, non. Ayez ça en tête. Merci. Donc, présentation des résultats, je vais le faire en 3 parties. Donc, la première partie, l'instabilité des premiers mois suivant l'arrivée. Après, comment les gens ont créé les liens avec des personnes à la société d'accueil. Et je vais aborder le processus d'intégration, donc 10 ans plus tard, et l'influence des appartenances multiples. OK, première partie des résultats. Donc, l'arrivée des premiers mois suivant l'arrivée, je vais vous présenter 2 points principaux. Donc, dans les premiers mois suivant l'arrivée, c'est un peu la même situation qu'on a décrite au début avec la présentation de Marie-Emmanuelle. Les gens ont des difficultés, vont rencontrer différentes difficultés à s'intégrer au marché du travail, mais aussi à comprendre la langue, comprendre l'accent. Certaines personnes vont comme se rendre compte que leur niveau de français n'est pas assez bon pour trouver un emploi, et même des gens vont dire, même s'ils parlaient français, ils vont dire, je considère que je parle même pas français parce que c'est comme trop difficile pour moi
de me dire que je vais occuper un emploi X avec le niveau de français que j'ai. Des gens aussi vont avoir des difficultés à trouver un logement et c'est assez plus dans cette partie-là de leur intégration qu'il y a des situations de discrimination, d'exclusion qui vont être vécues. Donc, par exemple, Alejandro va dire la recherche de logement, au début, c'était difficile à cause que j'étais un immigrant, pas à cause que j'étais latino, parce que je pense que pour les propriétaires, ils pensent que les immigrants reçoivent l'aide sociale, qui n'ont pas les ressources et qui sont en train de se développer. Donc, d'autres personnes aussi ont vécu des problèmes, notamment dans la recherche de logement, mais aussi, comme je le... Oui, par rapport au travail aussi, des gens vont accepter d'occuper un travail qui n'est pas à la hauteur de leurs études, etc. Donc, ça, c'est vraiment un peu les mêmes situations, si vous voulez, que les autres catégories d'immigrants vont vivre. Par rapport au premier contact, donc on a questionné les gens aussi par rapport à comment se déroulaient les premières interactions, premiers contacts avec les personnes dans leur entourage. Les personnes qui, comme j'ai présenté tout à l'heure, qui avaient déjà un réseau, qui connaissaient déjà des gens ici en arrivant au Québec, pour eux, ils ont vécu l'ouverture, ils ont senti l'ouverture et l'altruisme des personnes qu'ils ont rencontrées. Souvent, c'était, oui, des personnes qui connaissaient déjà, donc ils ont vu comment ils étaient ouverts, accueillants, etc. Mais quelqu'un aussi, un des participants qui avait un réseau, pour lui, il avait beaucoup remarqué la générosité des gens, des inconnus dans la rue qui l'ont aidé à trouver son chemin, à lui faire un lift, même une fois pendant une tempête de neige l'hiver, quelqu'un lui a fait un lift, puis ça l'avait beaucoup marqué dans les premiers temps, mais ça, encore une fois, lui, il connaissait déjà des gens au Québec, donc c'est comme s'il y avait déjà une espèce pas d'idée préconçue, stéréotype, non, pas stéréotype, mais comme une façon de voir les gens d'une autre façon, si on veut. Bon. De notre côté, c'est un peu plus difficile pour les gens qui arrivent seuls et qui doivent un peu reconstruire leur réseau, mais aussi essayer de naviguer à travers les différents codes, si on veut, de la société d'accueil. Donc, certaines personnes vont vivre l'isolement, ils vont vivre des situations un peu plus, pas de détresse, pas jusqu'à ce point-là, les gens ont quand même trouvé des moyens pour pas arriver jusque-là, mais par exemple, Daniel, lui est arrivé seul, puis lui, en fait, c'est un peu lui, tantôt je disais que la personne s'est rendue compte que son français n'était pas assez bon, mais c'est lui qui l'a vécu un peu, puis pour régler la situation, pour s'orienter, pour pouvoir essayer d'obtenir du soutien, il a frappé à la porte d'un organisme communautaire. Puis, ils l'ont beaucoup aidé, en fait, à trouver un logement, mais c'est eux aussi qui lui ont proposé de suivre des cours de français, auxquels il n'avait pas pensé, puis c'est ça qui l'a beaucoup aidé, puis il est très reconnaissant de ça. Donc, il dit, pour être honnête, ce sont les gens là-bas qui m'ont beaucoup aidé. Au début, avec le centre communautaire, ils m'ont beaucoup aidé. Bon, c'est ça. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de mauvaise expérience, au contraire, c'était vraiment aidant. Donc, même si on s'attend à ce que les gens qui arrivent seuls, qui n'avaient pas de réseau, que ça se passe de façon, j'allais dire, difficile, ça a comme été la première étape vers le lien social qui aide, qui facilite en fait l'immigration pour ces personnes-là, encore une fois, qui arrivent seules, où on peut croire que ça peut être plus difficile pour elles. Ça va? OK. Deuxième série de résultats, si vous voulez, donc par rapport à la création de liens dans la société d'accueil, je vous propose trois points qui reprennent un peu les différentes communautés que j'ai essayé d'analyser. Donc, les rapports sociaux avec les personnes de la société d'accueil. Donc, pour faciliter l'intégration, en fait, les rapports sociaux ont permis à plusieurs personnes de faciliter l'intégration, notamment parce que les personnes qu'ils ont rencontrées les ont aidés à mieux connaître la culture québécoise et à développer des liens forts avec des personnes qu'ils considèrent comme leur famille. Donc ça, c'est une particularité, évidemment, des hommes immigrants racisés homosexuels, mais j'allais dire aussi homosexuels en général. Il y a un aspect aussi où les gens qui viennent ici seuls, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de conjoint, ils n'ont pas d'enfants. Donc pour eux, de rencontrer des gens, des amis, des conjoints, c'est ça qui va devenir, si vous voulez, leur famille. Donc Fadi, c'est ça qu'il dit. Lui, il dit j'ai ma famille ici, ce sont mes amis les plus proches. Mon ex, mon voisin, mon nouveau chum.
c'est ça ma famille présentement, j'ai des connaissances, mais c'est ça qui est ma seule famille. Donc Fadi, lui, a sa famille qui est au Liban, mais il n'a pas il n'a pas dit à sa famille qu'il était gay. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour lui de vivre ici, parce que pour lui, il voudrait être ouvert, il voudrait pouvoir vivre ouvertement sa vie en étant ici, mais selon les mots qu'il utilise, il dit qu'il porte toujours un masque quand il parle à ses parents, qu'il n'est pas vraiment lui-même, si on veut, et que, par exemple, son chum qui est ici a présenté Fadi à sa famille, mais que lui ne pourra jamais présenter son chum à sa famille. Donc, à sa famille qui reste au pays d'origine. Donc, c'est comme les liens qu'il développe, ça devient la famille. Donc, c'est des liens qui sont très forts. Et d'un autre côté, il y a aussi les gens qui ont de la difficulté à se faire des amis québécois, donc des personnes qui sont nées ici au Canada, au Québec. Et ça va les perturber, mais ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas. Comme pourquoi j'ai fait des efforts, j'invite des gens, je vais à des événements, mais j'ai jamais réussi à avoir des amis québécois. Puis ça les dérange, mais ça les dérange aussi par rapport au sentiment d'appartenance qu'ils peuvent avoir avec la société d'accueil. On parle aussi dans les rapports sociaux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le dévoilement ou non de leur attention sexuelle. Donc, avec des personnes dans différents contextes dans la société d'accueil, quand on va voir un médecin, est-ce qu'on le dit? Quand on cherche un job, est-ce qu'on le dit? Justement, sur le marché du travail, est-ce que je le dis à mes collègues? Je ne le dis pas à mes collègues? Et ça, évidemment, le même lien peut être fait aussi avec n'importe quelle personne qui veut parler de son orientation sexuelle ici au Québec. C'est pas quelque chose qui est particulièrement attaché aux personnes immigrantes, mais encore une fois, comme j'essaie de le présenter, c'est comme quelque chose de supplémentaire qui est à rajouter à l'expérience d'immigration des hommes immigrants racisés ou homosexuels. Carlos, lui, dit que c'est la première fois donc qu'il sentait qu'il ne mentait pas parce que lui, c'était important de pouvoir le dire. Parce qu'il n'avait jamais dit à sa famille qu'il restait en Argentine. Et quand il est arrivé ici, mais c'était l'occasion pour lui de le faire. Donc, quand il a commencé à le faire, c'est comme si ça a été, j'allais dire, en guillemets, une libération, puis qu'il ne voulait plus mentir. Donc, c'est pour ça qu'avant, il mentait, mais je sentais que je mentais. C'est la première fois que je le sentais. Avant, c'était un secret, c'est tout. Donc, maintenant, pour lui, c'est plus un secret. Donc, alors, ça, les rapports sociaux avec les personnes à la société d'accueil, quand les gens essaient de créer des liens, bon, voici un peu quelques-unes des observations. Puis, bon, j'ai écrit discrimination parce que, pour revenir à ce que je disais par rapport à chercher un logement, trouver un travail, certaines personnes, une personne a parlé d'un événement qui est arrivé sur son lieu de travail, mais c'est un élément qui n'est pas beaucoup ressorti des entrevues qu'on a fait, malgré qu'il y avait plusieurs sous-questions qui étaient prévues pour pouvoir approfondir ces éléments-là. Une des pistes, là, un peu, ou une des choses qu'on est en train de réfléchir, c'est à savoir justement, est-ce que le fait que ça fait 10 ans et plus que les gens sont arrivés, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés pendant 1h30, les éléments qui étaient mis de l'avant par les participants, c'était plus, entre guillemets, les aspects positifs, ou les aspects positifs mais voici mon parcours, il y a eu quelques éléments qui ont été difficiles, mais overall, là, comme... c'est quoi overall en français? En général, avec du recul, c'est comme si tout avait bien été. Puis, encore une fois, peut-être revenir sur les caractéristiques de l'échantillon, c'est des gens qui sont éduqués, etc., qui sont capables de se débrouiller. Donc, c'est comme si pour eux, mais c'est comme une piste, c'est pas une conclusion encore, mais ce serait peut-être une conclusion. C'est un élément qui est ressorti de notre échantillon. Maintenant, les rapports sociaux avec les hommes immigrants qui cherchent un homme, c'est les liens avec les hommes de la communauté gay. Parce que depuis le début, on voulait quand je commençais à réfléchir au projet, je voulais vraiment inclure n'importe qui, toutes les personnes des communautés LGBTQ. Puis finalement, avec le recrutement qu'on a fait, on a choisi d'avoir seulement des hommes pour unifier notre échantillon. Et après, ce qui s'est arrivé, mais vu qu'on parlait des hommes, on leur a dit, qu'est-ce que vous cherchez? D'autres hommes. OK, donc tout le monde, c'était des hommes qui cherchaient des hommes, donc c'est devenu tous des hommes gays. Donc en fait, les questions, les réponses qu'on a eues en fait sont plus portées sur les relations qu'ils ont eues avec d'autres hommes gays.
Donc, il n'y a pas beaucoup de liens avec, en fait, il n'y a aucun lien qu'il y a eu avec d'autres personnes des communautés LGBTQ, donc des personnes trans, des personnes lesbiennes, etc. Ils n'ont pas été nommés dans les réponses qu'on a eues. Donc, on s'est concentré sur l'analyse des rapports sociaux entre hommes immigrants et hommes issus de la communauté gay. Donc, les premiers contacts que les gens ont eus dans le village, c'est le quartier où il y a une concentration d'établissements qui est réservé, qui est destiné surtout à la clientèle d'hommes blancs homosexuels. On a eu une discussion quelques semaines à ce sujet sur le village, comment le village s'adresse plus spécifiquement à cette communauté-là. Mais ça sera une autre discussion, mais si vous voulez en parler, on pourra en parler plus tard. Mais il n'y a pas d'autres clientèles. Puis en fait, ça n'a pas été mentionné, mais à titre personnel, j'allais dire, c'est quelque chose aussi que les gens, dans d'autres études, dans d'autres conférences que j'ai entendues, que les hommes immigrants racisés vont un peu aussi critiquer, c'est qu'ils trouvent, vu qu'il y a beaucoup d'hommes blancs, où c'est très axé sur ça et sur le plaisir, mais ça je vais l'aborder dans quelques minutes, ils ont la misère à trouver leur place dans le village finalement. Donc les gens connaissent le village, donc ils se disent, ben vu que je vais rencontrer d'autres hommes, je vais aller dans le village, et la plupart des gens vont le faire. Et les premiers contacts ne se passent pas nécessairement de la façon dont ils avaient envisagé. Les gens remarquent qu'il y a une place qui est importante qui est donnée à la sexualité. Et pour certaines personnes, en fait, certaines personnes vont en profiter, vont dire « Moi, ça me plaît, je suis ici pour rencontrer des hommes, j'ai envie d'avoir du sexe, donc j'en profite. » D'autres personnes trouvent ça un peu trop, trouvent que l'approche, elle est un peu trop agressive et justement trop axée sur la sexualité. Parce qu'eux voudraient rencontrer des amis, voudraient rencontrer quelqu'un avec qui développer une relation à long terme, etc. Donc, la façon dont les rapports vont s'établir va être un peu teintée de ça, donc dans le sens... Puis un peu comme j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes aussi vont remarquer que les gens sont attirés vers eux de façon physique pour avoir des relations sexuelles qui seront basées seulement sur leur appartenance ethnique-culturelle. À ce sujet, par exemple, Fadi va parler du fait que les gens le trouvaient beau parce qu'il y avait une pilosité abondante, puis il était chaud, sexy, tout ça, puis très viril, donc les gens étaient attirés par ça. Mais lui, c'était pas la façon dont il voulait se présenter aux autres, donc lui, ça lui faisait, en fait, c'est quelqu'un, en fait, ça lui faisait beaucoup de peine, si on veut, que les gens s'intéressent à ça, à lui de cette façon-là. Et Daniel aussi, qui est une personne qui voulait plus rencontrer des amis, mais qui était un peu, j'allais dire, plus à la découverte, d'y aller étape par étape, si on veut. Je vais dans le village, mais je ne sais pas trop c'est quoi, donc d'y aller comme plus tranquillement. Lui a été rebuté par l'approche un peu trop directe des gens. Donc, si je lis la citation, il dit il y a un Québécois qui m'a invité à sortir la journée même. Je suis allé, mais il était trop direct. Pas de discussion intéressante, rien. Une demi-heure après notre rencontre, je n'avais pas envie d'aller plus loin. Lui commençait même à me toucher la jambe et j'ai dit non. Je trouvais ça trop direct et trop axé sur l'aspect sexuel et physique. J'étais un peu fermé à ça. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un, comme je disais, qui voulait plus rencontrer un amoureux ou se faire des amis. Donc, pour lui, ça a été un peu difficile, cet aspect-là. Et la dernière communauté, si on veut, les gens, quand ils cherchent à rencontrer, les participants, quand ils ont cherché à rencontrer des gens issus de leur pays d'origine, il y a comme deux façons d'aborder la chose. Donc, la plupart des gens sont intéressés à rencontrer des gens de leur pays d'origine pour l'aspect un peu plus culturel. Ils veulent manger des plats traditionnels, écouter de la musique, boire des boissons, parler leur langue. Évidemment, c'est quelque chose qui revient souvent, qui est très important. Mais en même temps, il y a toujours cette négociation-là par rapport à l'orientation sexuelle. Est-ce qu'ils vont dire qu'ils sont gays, est-ce qu'ils vont dire qu'ils sont pas gays? Il y en a qui sont très ouverts, ça ne leur dérange pas. Mais il y en a qui étaient un peu plus spécifiques. Comme moi, je veux vraiment rencontrer d'autres Mexicains parce que je veux manger de la bouffe mexicaine et ça s'arrête là. Et la raison qui est évoquée, justement, pas la raison qui est évoquée, mais la stratégie un peu, c'est ça, c'est que les gens sont intéressés, mais ils prennent leur distance. Ils vont montrer, j'allais dire, comme un aspect de leur personnalité seulement, et ils prennent leur distance parce que pour eux, c'est important de rester eux-mêmes, de rester soi-même. Et à cet effet, il y en a qui vont développer différentes stratégies. Il y a 4 participants, eux qui sont d'origine latino-américaine, eux, ils vont développer des liens avec d'autres gays, mais latino-américains. Donc, ils vont parler espagnol, et pour eux, ça, c'était, j'allais dire, l'aspect
de garder contact un peu avec leur pays d'origine. Ils le faisaient de cette façon-là. Donc, c'était correct, en guillemets, de le faire. Ben, c'est pas un bon mot, je vais l'utiliser. Pour eux, c'était bien de le faire de cette façon-là. Puis, deux personnes, en fait, vont carrément prendre leur distance pour dire, moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir des relations avec des gens de mon pays. Un va dire, plus par rapport à, c'est pas, si moi je veux m'intégrer, c'est pas de cette façon-là que je vais pouvoir m'intégrer en parlant seulement avec des gens de mon pays d'origine. Et l'autre personne aussi, c'est un peu plus comme, ben moi, c'est Carlos qui vient d'Argentine. Là, en Argentine, les gens sont très axés par les politiques, c'est très important. Donc pour lui, c'était quelque chose qui était très touché, en guillemets, si on veut. Parce qu'il dit, moi, si je veux parler avec quelqu'un de mon pays d'origine, il faut que je sache c'est quoi son opinion politique. Donc, est-ce qu'il pense comme moi, il pense pas comme moi? Fait que s'il pense pas comme moi, je suis pas intéressé à y parler, puis je vais pas commencer à parler de ma vie, etc. Donc, j'aime mieux couper les ponts. OK, troisièmement, l'influence des... c'est quoi un peu la perspective que les gens ont sur leur processus d'intégration, donc 10 ans plus tard, et comment un peu, c'est quoi l'influence ou non, si on veut, des appartenances multiples sur leur parcours finalement. Donc un peu comme Marie-Emmanuelle a mentionné en introduction, les gens parlent beaucoup de leur parcours comme étant un parcours unique, qui est fait de quête et de réflexion, donc c'est vraiment comme tout un cheminement que les gens ont fait, mais comme le dit Benjamin, c'est vraiment comme son vécu, ce que lui a vécu, puis les choix qu'il a fait, c'est ça qui le rend unique. C'est comme personne d'autre a pu faire ce choix-là à sa place. Puis c'est lui, il est en train de vivre la vie, là, c'est ça qu'il dit à la fin. Je suis en train de vivre la vie que j'ai voulu vivre, tu sais. Puis c'est pas comme quelqu'un qui l'a choisi pour moi, c'est la vie que moi j'ai décidé de vivre, si on veut. Et ça revient un peu, puis c'est un peu le message principal que j'ai envie de donner aussi. C'est un peu ça, ça a un peu été la genèse du projet aussi, c'est de ne pas considérer les immigrants comme étant un bloc homogène, parce on le dit quand même, mais bon, avec une certaine nuance, les immigrants vivent telle situation. Donc évidemment, puis c'est peut-être un peu plus d'une façon de voir qu'on fait l'intervention en travail social, bon, en psychologie, etc., avec des populations immigrantes. C'est évidemment d'aborder la personne puis d'essayer de voir c'est quoi comment la personne elle est unique et elle n'est pas rattachée à tout ce qu'on dit par rapport à la population immigrante, par exemple, etc. Des personnes aussi, à travers leur réflexion, vont avoir des conseils ou des conseils à donner aux gens qui voudraient amorcer l'immigration, commencer un processus d'immigration, pardon. Donc pour eux, c'est très important de rester ouvert et de s'adapter à la société d'accueil. Et c'est pas le contraire, c'est pas aux immigrants à s'adapter à la société d'accueil. Et ça, c'est un message qu'Alejandro, c'était très très important pour lui de mettre l'avant, parce que lui, c'est un peu ça son histoire. C'était que lui, il avait coupé les ponts avec les gens de sa communauté d'origine. Il voulait pas parler espagnol, il voulait parler français, puis il voulait rencontrer d'autres Québécois, des Canadiens, pour pouvoir mieux s'intégrer. Fait que pour lui, c'était très important cet aspect-là. Par rapport à l'appartenance à la société d'accueil, mais on a posé la question justement comment les gens se sentaient appartenir ou non à la société d'accueil. Puis on a eu comme trois types de réponses. Donc il y a des gens qui restent très attachés, très fiers de leurs origines ethnoculturelles. Comme je vous rappelle, tout le monde est devenu citoyen canadien, donc ça c'est déjà réglé pour eux. Puis, donc, fierté des origines, puis de leurs origines. Et ils s'identifient encore souvent par ce fait-là. Comme a dit Daniel, lui, il se considère mexicain, en tout temps. Mais souvent, c'est par rapport à ce que les gens vont lui dire. Comme, ah, t'es pas québécois, mais comment? Est-ce que t'es québécois? Il va dire non. Parce que lui, il sent pas que c'est, comment je pourrais dire... il voudrait bien dire qu'il est québécois, mais c'est comme s'il ne se donne pas la permission de le faire. Pour d'autres personnes, ça pourrait être un mélange des différentes appartenances. Donc, j'allais dire, des fois ils sont québécois, des fois ils sont, par exemple, mexicains, mais aussi des fois l'identité gay va beaucoup ressortir, ça va être très important. Pour un des participants, pour lui, c'est, j'allais dire, son identité principale, je le mets entre guillemets, mais pour lui, c'est très important de toujours considérer cette identité-là quand il se présente aux autres, puis il en était très fier, si on veut.
Et un des participants pour lui, ben, c'est le rejet de toutes les étiquettes associées aux appartenances. Donc, Canadien, pas Canadien, c'est en fait c'est Carlos qui est la personne qui vient d'Argentine. Pour lui, c'est si tu n'es pas né au Québec ou au Canada, tu ne peux pas être québécois. Puis même si tu décides de le faire, si tu veux l'être, c'est comme ça sera jamais possible parce qu'il y a toujours les autres qui vont te dire que tu l'es pas. Pour lui, c'était mieux de rejeter les étiquettes, puis même l'étiquette gay, c'était pas quelque chose non plus avec laquelle il était à l'aise, il préférait pas de s'identifier à aucune de ces étiquettes, aucune de ces appartenances-là, si on veut. Donc, en conclusion, rapidement, j'ai mis de l'avant les faits saillants pour comme les trois communautés qui ont été abordées. Donc, on peut dire, bon, évidemment, l'intégration facilitée grâce aux relations avec les autres. Pour certaines personnes, ça permet de mieux connaître la culture québécoise. Et il y a certaines personnes qui vont développer des relations très fortes avec certaines personnes qui vont faire en sorte que leur sentiment d'appartenance aussi va être plus fort. Évidemment, quand on constate que, par exemple, sa famille est ici, ben, on est fier de vouloir appartenir à la même société d'accueil, si on veut. Les rapports sociaux avec d'autres hommes gays nécessitent plus d'adaptation, donc par rapport à des approches plus axées sur la sexualité, et toujours la négociation dans les trois communautés, en fait, toujours la négociation de l'orientation sexuelle qui est à considérer, à savoir avec à qui je peux le dire, comment je peux le dire, puis est-ce que je veux le dire, puis je veux pas le dire. Puis évidemment, on pourra revenir là-dessus si vous avez des questions, mais je ne l'ai pas abordé, mais il y a toute la construction sociale de l'orientation sexuelle aussi, où ici en Amérique du Nord, en Occident, quand tu es gay, mais tu fais ton coming out, et si tu n'as pas fait ton coming out, mais tu n'es pas gay. Donc, les gens, ici les hommes qui doivent souvent négocier avec d'autres hommes gays, n'ont pas nécessairement fait leur coming out, puis ça peut déranger des gens aussi. Tu as des relations sexuelles avec des hommes, mais tu dis que tu n'es pas gay, mais pourquoi tu n'es pas gay? Mais il me semble que tu serais gay. Fait qu'il y a comme cette pression-là supplémentaire aussi, à savoir, pour appartenir à cette communauté-là, il faut faire un cheminement X, puis si tu ne l'as pas fait, mais tu ne fais pas partie de la communauté. Bon, j'exagère un peu, mais voici un exemple. Et un lien instrumental ou à éviter avec les personnes de la communauté supérieure d'origine. Pour certains, c'est pour favoriser leur propre intégration, puis pour d'autres, mais c'est juste pour être soi-même. Donc, ils préfèrent avoir ce lien instrumental ou éviter des contacts avec ces gens-là. Puis rapidement, quelques pistes de réflexion. Comme je dis, on est en train de réviser les dernières parties du mémoire. Donc, je suis en train de réviser ma discussion présentement. Et c'est sûr, comme j'ai dit tantôt, les peu d'événements à caractère discriminatoire fondés sur l'appartenance hétéroculturelle ou l'appartenance sexuelle, c'est quelque chose qui ressort de notre échantillon. Et on l'aborde, mais en même temps, c'est ça, étant donné que on se pose la question pourquoi, puis on essaie de trouver peut-être des pistes. Puis évidemment, ce que je trouve intéressant, puis d'autres études l'ont abordé aussi, c'est les stratégies que les gens abordent, que les gens développent pour pouvoir négocier leurs différentes identités, leur identité sexuelle aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui continue à nourrir notre réflexion. Voilà, merci. Si vous avez des questions ou des commentaires. J'ai pas une question, mais c'est quelque chose qui m'apparaît évident dans la définition de soi, dans tout ce qui est la négociation de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que ça fait partie de comment je me présente à l'autre finalement. Puis tu disais le cheminement attendu aussi, tu sais, t'es pas gay si tu le dis pas, t'es pas gay si tu fais pas ça. Mais aussi de la définition de soi par l'autre, qui vient finalement à OK, je veux entrer en relation avec toi parce que tu fais partie d'une culture qui est différente, qui est visible, puis c'est un attrait. Ou je veux entrer en relation avec toi parce que je veux avoir des relations sexuelles avec toi. Fait que la personne qui est comme définie, mais pas nécessairement comme elle voudrait l'être. Fait qu'en tout cas, il y a quelque chose dans la définition de soi qui est un enjeu qui m'apparaît en tout cas plus pas difficile, mais challengeant, je dirais. Le regard que l'autre nous apporte
Et sur puis, comment on se définit. Exactement, mais aussi comment nous, on se définit dans le regard de l'autre. Merci. C'est plutôt intéressant. Là. C'est sûr que l'échantillon, il n'y avait pas de groupe qui vivent la discrimination raciale. Là. Par exemple, ils peuvent vivre certains, j'imagine, hommes gays là, issus d'Haïti ou d'Afrique. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est... moi, je travaille pour la Ville de Montréal. Je m'occupe d'un dossier avec d'autres collègues de relations interculturelles, mais j'ai aussi... tout récemment le dossier LGBTQ parce que Mme Plante a annoncé qu'elle développerait un stratégie, donc on va partir en consultation en début d'année prochaine. Et du coup, ça m'intriguait un peu. J'avais vu le truc via le fil Facebook, je me souviens plus d'où. Donc, bonne stratégie de communication parce que je l'ai vu à l'hôtel de ville, donc c'est bon. Ce que je trouvais, c'est que là, c'est moi, ça m'interpelle comme service de la ville, c'est toutes les stratégies d'intégration. Bon, évidemment, l'intégration des immigrants, on est dans ça, dans mes dossiers, je suis dans ça à semaine longue, mais toute la stratégie autour des communautés, des diversités ethno, mais gays ou LGBTQ. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire avec nos partenaires communautaires, parce que nous, on finance des projets avec les organismes communautaires d'intégration des immigrants. Donc là, du coup, ça alimente un peu ça va alimenter, j'en faire part avec mes collègues, là, de ce que j'ai entendu ici, toute la réflexion autour de la consultation qu'on va mettre en branle au printemps, là, de s'assurer qu'on a une représentation. Bon, je pense à des groupes comme ELEM, puis bon, évidemment Arc-en-Ciel d'Afrique, etc. Là, mais donc ça rajoute, là, c'est ça. Donc, non, c'est franchement intéressant. Malheureusement, je dois partir à la course parce que j'ai une réunion que j'anime à 2 heures. Donc, et là, il est moins 25. Donc, peut-être je peux me permettre juste un petit commentaire par rapport. Vous parlez de l'intégration, c'est ça, à travers les groupes. C'est pas sorti c'est pas les questions qu'on a posées à nos participants, mais c'est sûr que les gens qui travaillent dans les organismes qui font l'intégration, c'est pas une question qui revient beaucoup dans la façon dont ils font leur présentation ou qui vont penser aux clientèles. Mais une des choses qui est ressortie, puis qui pourrait être intéressante à moyen terme, si on veut, pour l'intégration, puis ça, je l'ai mentionné par rapport au village, mais c'est vraiment l'intégration d'activités autres que sexuelles, si on veut. J'exagère en ça, mais plus de socialisation. Ça existe, il y a du sport, il y a des loisirs, mais la porte d'entrée, elle est vraiment un peu choquante pour certaines personnes, si on veut. Donc, le fait de présenter d'autres choix d'activités, c'est quelque chose, puis ça, les participants, peut-être, comme un peu vous l'avez mentionné, c'est pas moi qui ai choisi un échantillon plus latino-américain, c'est venu comme ça, mais peut-être cette population-là spécifique aussi, c'est un besoin qu'eux, ils auraient, mais je pense que de façon générale, quand on parle de racisme sexuel, etc., c'est une façon d'aborder l'autre d'une autre façon que par la sexualité, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. S'assurer d'avoir une offre diversifiée, puis qu'elle soit connue aussi, cette offre-là, puis comme on fait dans d'autres contextes où c'est de l'intégration d'immigrants, là, souvent, les organismes ont développé toute une série d'activités diversifiées. Là. Donc, oui, effectivement. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Merci. Je vous invite à conserver le courriel de Jean-François. Il y a le courriel de Jean-François qui est là. Ça sera mis en ligne. De toute façon. Ah, ça sera mis en ligne. À moins que vous y soyez vous-même. Sinon, d'habitude, on met le diaporama, la vidéo, etc. Ah oui, c'est ça, on pouvait suivre en ligne. Ah oui, d'accord. Mais c'est mieux d'être venu en personne. Pardon? On vous remercie d'être venu en personne. C'est super, oui, non, je peux faire ça. On aime les liens sociaux face à face. Bon, et étant moi-même de travail social de l'UQAM, donc je suis content. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais quelques questions. Merci beaucoup pour la présentation, vraiment très intéressant. Merci surtout d'avoir fait une étude qui quand même porte sur nous, homosexuels, racisés, immigrants. On n'en a pas beaucoup. Et je ne savais pas qu'il était enregistré parce que moi j'ai fait le voyage d'Ottawa pour venir vous voir. Non, on aime mieux ça comme ça. C'est bon, j'ai profité un peu. En fait, j'avais quelques questions par rapport à ton mémoire, à ta présentation. Je vais peut-être nuancer un peu mes questions parce que c'est quand même une approche communicationnelle. Moi, je suis en criminaux, donc en sociaux. Puis il y avait des questions qui me semblaient
venu comme ça, mais peut-être que je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais dans le sens que par exemple quand tu as fait ta présentation, tu parles beaucoup d'intégration. Est-ce que tu définis réellement l'intégration? Parce que très souvent, le terme, le concept même, ça en prend d'un point de vue sociologique, il y a des critiques dans le sens où ça pourrait être un terme qui vraiment est assimilationniste. Quand on parle d'intégration, quand on voit par exemple le commentaire en plus de, je pense Alejandro, qui son commentaire aussi un peu, il dénote un peu de cet esprit-là de voilà, non, moi, il faut pas que nous, il faut pas que la culture s'intègre à nous, il faut que nous, bref. Ouais. Donc c'est vraiment, donc c'était ça ma question. Est-ce que tu veux que je dise tous mes points ou oui. On peut faire une donc c'était par rapport à ça et pour tes participants donc tu parles de choses, de personnes qui sont immigrantes et racisées. Si je ne me trompe pas, la majorité vient d'Amérique latine. Okay. Parce que moi je fais aussi un peu, moi je fais ma thèse sur en fait les enjeux sur les applications de rencontres que rencontrent les hommes. Et un des enjeux de la racisme sexuel, puis il y a certaines études, surtout aux États-Unis, qui montrent que parmi les hommes racisés, ceux qui ont tendance à moins voir justement le racisme ou à dire qu'ils vivent le racisme sont les personnes qui viennent d'Amérique latine. Donc ce qui est un peu embêtant pour nous, parce que ça vient un peu en fait biaiser réellement ce qu'on peut vivre nous. Moi personnellement, je viens d'Afrique du Nord, donc peut-être que je ne rencontre pas les mêmes choses que les personnes latino, mais c'est même des conversations que j'ai avec mes amis, puis souvent ne veulent pas trop en parler. Donc, en fait, c'est une réflexion que j'ai eue dans la tête. C'est aussi des participants qui, ça fait 10 ans qu'ils sont ici, donc ils sont devenus canadiens. Moi, j'ai remarqué dans les interactions que souvent, une fois qu'on a la nationalité canadienne, on va avoir tendance à relativiser les relations, tout ce qui est difficulté au début d'intégration, justement, etc. Donc, peut-être ça pourrait te donner aussi un peu une autre perspective, une autre marge dans la discussion parce que tu as dit que tu as choisi 10 ans pour un peu voir la famille, je pense, que c'est par ceux qui sont venus avec leur famille. Pendant pas ensemble. Non. Le choix de 10 ans, en fait. C'est pour permettre un recul sur l'expérience. Sur la réflexion sur le parcours en tant que tel. Parce que je pense que c'est peut-être qu'on n'a pas la même vision il y a 10 ans, puis genre après 5 ans par exemple, mais après ça c'est une autre question. Ma question c'est, tu utilises le terme immigrant et pas immigré pour des personnes qui ont toute la nationalité canadienne, donc ils ne sont plus réellement dans le processus d'immigration. Pourquoi est-ce que tu continues avec immigrant et pas immigré? Parce que moi, de ce que je sais, l'immigrant, c'est qu'on n'est pas encore en fait citoyen canadien. Après, peut-être que tu as toute une littérature autour de ça. Et je pense que je parle vraiment beaucoup parce que la présentation était très intéressante. Et ma dernière question est sur, tu parles d'intersectionnalité, moi ça me fascine comme théorie. Est-ce que à un moment dans ta méthodologie, tu parles de ton statut de chercheur à toi-même, de ta position de chercheur en tant que chercheur blanc, québécois, qui fait une recherche sur les normes racisées, et est-ce que ça peut en fait engendrer par rapport aux questions que tu poses, puis comment eux vont prendre ces questions et comment eux vont te répondre à un moment? Est-ce que c'est aussi parce que tu n'en as pas parlé, puis moi j'aime toujours ça, lire cette partie-là quand j'ai des thèses en mémoire. Donc c'était un peu ça mes questions, puis ça me fait vraiment plaisir si on pouvait en discuter parce que c'est vraiment très intéressant. Ok, merci beaucoup. En fait, quand on commence une recherche, peut-être que tu allais de façon plus large, il y avait tout ce que tu as mentionné. Peut-être pas l'aspect comme immigrant versus immigrant. J'ai pas beaucoup eu à faire cette réflexion-là, si on veut, dans le sens... Je m'intéressais au processus de migration. Je voulais des gens qui étaient immigrants, qui avaient migré. Le mot immigrant aussi. Enfin, on en a parlé ce matin en faisant la présentation avec quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Mais bon,
sur le mot en tant que tel, mais quand on a élaboré le projet, c'est pas venu sur le sujet, donc je prends ça en note parce que je trouve ça intéressant. Mais immigré aussi a une connotation particulière. Je dirais ici, on ne dit plus vraiment immigré, c'est comme... Il y a une connotation très péjorative. Même si je comprends que ça témoigne que le processus est comme... pas terminé, mais en tout cas... Oui, je comprends. Il y a une connotation extrêmement forte en tout cas, je sais pas d'où elle vient, là, mais... Et parce que je pense de deux points, d'un point de vue méthodologique, c'est important de savoir s'ils sont immigrants, donc ils sont en train d'immigrer, puis ils ne sont pas encore canadiens, les personnes, les participants. Puis d'un autre point de vue, je pense que c'est un terme qui est très un peu vu péjoratif dans la culture francophone québécoise, pas forcément si on voit la littérature anglophone, mais encore une fois, pour qui est-ce que c'est problématique? En général, c'est pas forcément pour... c'est ça. Mais je pense... Sur la perspective identitaire, le côté processuel d'immigrants peut-être parle le mieux, parce qu'il il me semblait qu'ils parlaient du coup qu'ils étaient encore d'une autre culture, qu'ils étaient encore en train de négocier autour de choses. Est-ce qu'il y a une réelle fin à ce C'est là est la question. Ça annule pas les enjeux plus sociopolitiques du sujet. Et y a-t-il une réelle fin à ce processus? Je me disais, ouais, en fait, finalement, on n'est jamais immigré, quoi, parce que de toute façon, il y a des racines tellement fortes que ça va toujours être un travail, etc. Puis à ce sujet-là, j'ai fait une présentation au printemps, puis j'ai dit le mot intégration réussie, dans le sens intégration terminée, puis là, ça a fait éclater la salle, là, genre, ça a été comment ça a réussi? Fait que je comprends que il peut y avoir différentes façons de voir la chose, mais moi, dans la façon, je voulais, en fait, c'est les personnes qui ont fait un processus de migration qui sont arrivées. Donc, comment ils sont, parce qu'en fait, en leur parlant de leur. C'est sûr qu'eux ne se présentaient pas comme je suis un immigrant parce que, comme tu dis un peu, ça fait déjà plus que 10 ans, ils sont citoyens canadiens, leur vie est ici, puis ils n'ont pas l'intention de partir aussi, mais bon, ça faisait pas partie des questions, mais c'est vrai que le mot immigrant pour eux, c'est peut-être pas un mot non plus qu'ils ont utilisé pour se décrire eux-mêmes, si on veut, mais je pourrais aller vérifier cette question-là, mais c'est ça, quand on a élaboré le projet, toute la question racisée, évidemment, on voulait, un peu comme, c'est toi qui le mentionnais, non, c'est le monsieur, j'aurais aimé ça avoir un échantillon très diversifié de différentes appartenances ethnoculturelles, de différentes régions du monde, etc., etc. La réalité de faire un projet étant ce qu'elle est, puis comme il l'a mentionné, j'ai contacté Helem, j'ai contacté Arc-en-Ciel d'Afrique, j'ai contacté différents groupes qui travaillent spécifiquement auprès de cette clientèle-là. Mais ce que j'ai contacté la chaire de recherche sur l'homophobie. En tout cas, j'ai essayé différentes stratégies, puis ce qui m'est arrivé, c'est ça. Puis encore une fois, ça fait réfléchir parce que ça, tu dis on projette sur les hommes immigrants racisés, mais la majorité sont des latinos. Puis ce que tu dis par rapport aux personnes qui ont déjà été étudiées puis qui ne ressentent pas, là, comme les latinos qui ont déjà été questionnés puis qui ne ressentent pas peut-être le racisme en tant que tel sexuel, mais c'est sûr que ça n'a pas été mentionné. Puis encore une fois, peut-être dans la façon dont, comme je disais, les gens, quand ils parlent de situation de discrimination, peut-être c'est pas aussi fort à cause de cet aspect-là, en guillemets, culturel. Mais c'est sûr que les gens parlaient d'éléments, tu sais, j'ai parlé de l'exemple de Fadi qui est plus ou moins orient, mais eux, les latinos, si tu veux, mais c'était pas nécessairement peut-être physique, mais c'est des stéréotypes associés à le fait d'être latino, on est comme plus d'une certaine façon, etc. Mais quelqu'un parlait aussi qui s'est fait dire par rapport à ses cheveux, tes cheveux sont tellement noirs, c'est tellement... C'est-tu des vrais cheveux, genre, quelque chose comme ça. Fait que c'est pas associé directement peut-être à un aspect sexuel, mais l'aspect racisé, c'est ça, en fait, moi, que je voulais mettre un peu de l'avant, d'ajouter cet élément-là. Si je peux rajouter oui, un petit point, il faut toujours faire attention lorsque on s'intéresse aux études sur le processus migratoire et aux études américaines qui vont parler des Latinos, parce que les Latinos aux États-Unis, il y a certains États, il y a 47% de la population qui est d'origine latino-américaine. Donc, c'est pas la même condition être un Latino aux États-Unis qu'être un Latino au Canada ou être un Latino en France, par exemple. Ça, c'est une nuance. Je m'étais fait dire ça il y a très longtemps, puis je m'en rappelle encore, parce qu'effectivement, on lit beaucoup d'études américaines, et ça peut devenir un biais. Puis ça, au début, j'ai essayé beaucoup de me concentrer sur ce qui s'était fait ici au Québec, mais il n'y a pas beaucoup de données, en fait, spécifiques. Là, on commence à élargir Canada, puis j'ai des trucs américains,
Mais c'est un peu ça aussi la genèse du projet. Puis juste pour répondre à ton autre question, dans la façon dont on présente l'intégration, on commence par la définition du ministère qui se veut très administrative, si on veut. Mais après ça, on la modifie, on en prend un autre, puis on la décortique un peu, puis c'est vraiment l'aspect du processus. Mais là, je l'ai ici, là, multidimensionnel, mais bidirectionnel aussi, qui va dans les deux sens. Puis c'est plus ça qu'on essaie de voir aussi. Parce qu'en fait, les questions aussi, c'était beaucoup sur les personnes en tant que, eux, leur expérience vis-à-vis des autres. Parce qu'on a, un moment donné, c'est ça, c'était intéressant de voir l'autre façon, les gens les Québécois qui parlent avec les immigrants. Je sais pas, là, mais cet aspect bidirectionnel, mais on voulait donner... En fait, notre objectif, c'est vraiment donner la voix, donner des témoignages de gens qui vivent, qui ont vécu un processus de migration, puis de dire aux gens un peu aussi, ça, c'est l'histoire des gens. Voici comment ils la racontent. Qu'est-ce que vous avez à dire contre ce qui présente comme réalité. Tu peux pas dire c'est pas vrai. En tout cas, il y a des gens qui vont dire quand même, mais de prendre l'authenticité du récit, de dire c'est eux qui le racontent, c'est eux qui l'ont vécu. Je veux dire, ça leur appartient, mais qu'est-ce que toi tu as à dire contre ça? Je parle pas à toi, mais. Non, je sais pas. Une autre petite dernière question? Oh, bye! Petite, je sais pas. Là, on a déjà dépassé le temps. Mais si, j'en ai une toute petite, c'est en rebondissant effectivement sur ce que tu disais, que l'activité arrivée depuis assez longtemps et c'est toujours un problème dans les approches cognitives, là, de comment on stimule la mémoire. Moi j'essaie de faire ça aussi et je suis toujours preneur de trucs et astuces si jamais vous devez repérer des choses dans votre devis méthodologique, comment on fait pour essayer effectivement que ça ne soit pas assoupli et puis on retient toujours, vu qu'effectivement ça y est, on est canadien, etc., on risque d'avoir un peu gommé le mot-clé. Voilà, et puis pour le côté aussi, comment on arrive à faire se rappeler tous les petits éléments de connexion, parce que j'imagine qu'il y en a plein aussi qui sont très informels, très badins, et puis qui vont disparaître du coup de la mémoire comme ça rapidement. Et la deuxième chose, c'était... j'en avais plein d'autres, on va sélectionner. Je voulais rebondir sur... vous en avez tous les deux parlé, là, sur LGBTQ, puis je trouvais ça très intéressant, tu disais que tu partais de ça, et puis qu'après tu étais revenu à homme, gay, j'aurais aimé un petit peu votre avis à tous les deux, parce qu'on est en train on a un étudiant à la maîtrise à Comme-Santé là, qui nous a vraiment lancé sur un projet où effectivement on dit là il y a des nouvelles recherches à faire, qui en gros nous disait il est directeur des communications à la COXIDA. Nous, on a été fondé autour de homme gay, homme gay, homme gay. Maintenant, je m'adresse à des publics beaucoup plus variés. Je me rends compte que je ne sais pas comment leur parler, je ne sais pas où les joindre, et qu'en plus, selon les choix que je fais, la communauté est plus consensuelle. Il y a des oppositions et tout, dont je ne comprends rien. Et en fait, c'est vraiment là, il y a un domaine de recherche en termes de communication à sortir. On n'avait rien à lui répondre. Et donc, est-ce que toi, tu as senti Est-ce que tu voyais malgré tout, ça n'était pas du tout évoqué, c'est-à-dire que voilà, on est homme gay et puis il n'y a pas d'autres types de communautés. Est-ce que tu as vu des convergences? Est-ce que tu as vu au contraire des points de tension, etc. Mais peut-être juste pour, comme anecdote, en guillemets, quand j'ai commencé mon recrutement, il y a quelqu'un à la COXIDA justement qui m'a contacté pour me dire on peut mettre ton annonce sur notre site internet puis tout ça. Donc, tu sais, dans le sens, comme on parlait des réseaux tantôt, comment les gens se ramassent avec quelque chose. Mais à ce niveau-là, si on vient sur l'échantillon, ce qu'on a choisi de faire, ce que j'ai choisi de faire, c'est l'expression qui est ici, homme en relation sexuelle amoureuse avec d'autres hommes. On l'a mis sur notre annonce de recrutement, puis elle vient d'une thèse de Olivier Roy qui a travaillé sur les hommes immigrants, tu sais de quoi je parle. Puis lui, il l'a mis de cette façon-là puis c'est un peu ce que je disais tantôt par rapport à la construction sociale de l'attention sexuelle. On voulait que ça reste ouvert, en guillemets vague, bon, tu t'identifies comme homme. Déjà là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis avoir des relations sexuelles amoureuses avec d'autres hommes, donc ça mettait pas l'étiquette gay ou homosexuel pour des gens avec qui ça les rejoignait pas nécessairement. Dans le recrutement, encore une fois, je sais pas trop d'où viennent les gens. Je pense qu'il y a des gens, je l'ai mis aussi évidemment sur mes réseaux sociaux, j'ai envoyé des courriels à mes contacts. Il y a des gens qui viennent un peu de cet aspect-là plus personnel. Mais je sais qu'il y a des gens, je crois que le fait de mettre en long
de ne pas mettre gay ou de ne pas mettre homosexuel, ça a permis d'être un peu plus, moins, je ne vais pas dire agressif, mais tu sais, comme moins réfractaire par rapport à, ben, je suis pas sûr si moi, ça colle pour moi, cette réalité-là. Je sais pas si c'est comme une stratégie, mais évidemment, c'est un peu ce que je disais tantôt par rapport au lieu de socialisation. Au lieu de recruter dans le village ou dans des bars, j'ai pas fait ça non plus, là, mais il y a d'autres lieux où on peut peut-être faire du recrutement. C'est pas extraordinaire, mais je sais, j'ai eu une conversation avec quelqu'un une fois, puis qui me disait, lui, c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est un lieu de socialisation qui est basé sur la sexualité, mais dans les saunas gays, il y a comme une espèce de... Il y a plein de monde là-dedans, de plein d'origines, mais aussi de toutes sortes d'horizons qui sont des hommes qui sont mariés avec des femmes, mais qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais qui ne vont pas, évidemment, pas du tout s'identifier comme homosexuels, à la limite comme bisexuels. Fait que c'est pour ça, homme ayant des relations sexuelles amoureuses avec d'autres hommes, c'est sûr que ces gens-là vont pas se dire, moi je vais en cachette avoir des relations sexuelles avec un homme, mais je ne vais pas participer à une étude qui s'intéresse à ce sujet-là. En tout cas, c'est ma perception des choses, mais on parle de sauna, mais on parle des applications de rencontres aussi. Il y a des gens comme Olivier Roy qui a utilisé cette expression-là. Lui, il a fait son recrutement sur les sites de rencontres aussi. Donc, c'est un autre moyen qui est moins... où tu t'es moins exposé personnellement. Puis tu vois l'annonce, puis tu te dis, ah, peut-être ça peut m'intéresser. Puis il y a une autre, la personne que Marie-Mélanie a mentionné, Claudia Fournier aussi, qui fait son doctorat sur les hommes immigrants racisés, je crois. Elle aussi, elle utilise la technique de recrutement par application de rencontre. Est-ce que c'était ça un peu la question? Mais ce libellé-là est aussi utilisé par Emma Québec pour rejeter les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes pour donner du sang. Parce que tu n'as pas besoin d'être homosexuel. Si tu es homosexuel, tu peux pas donner de sang, mais si tu es un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, tu vois, ça fait comme deux catégories, en guillemets, de personnes aussi, tu sais, parce que c'est ça. Mais le focus de ces appellations-là est mis sur l'orientation sexuelle et sur les pratiques sexuelles. Puis ce qui est intéressant, ce qui a été mentionné tantôt, c'est justement, y aurait-il possibilité de rejoindre ces communautés-là autrement qu'en les identifiant par leur orientation sexuelle. LGBTQ, c'est une grande classification qui réunit des gens qui ont une orientation sexuelle autre que hétéro. Et identité. Et identité de genre. Merci. Oui. C'est lui le spécialiste Non, pas du tout. de la question. Mais c'est ça, je pense que la généralisation, à mon avis, est toujours dangereuse. Je travaille sur les personnes âgées qui ont une historique migratoire depuis plusieurs années. Mais là encore, on en revient toujours au cas unique. Oui, c'est une sous-catégorie populationnelle qui fait partie des personnes âgées dans leur ensemble, mais elles ont des spécificités. Fait que ces spécificités-là, elles ne sont pas les mêmes à l'intérieur de cette même sous-catégorie-là. Fait qu'en quelque part, c'est s'inscrire dans la complexité. Je pense que dans n'importe quelle recherche, quand on généralise, oui, il y a des référents communs, oui, des fois, il y a des éléments communs qui nous permettent de mettre un certain profil à certains groupes, mais ça demeure toujours un danger. Fait que je pense que... Est-ce que ça répond à ta question? À la fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis théoriquement, du coup, oui. Mais après, tu vois, là, c'est nos partenaires, mais en fait, du coup, on en arrive à chacun est une individualité, puis c'est plutôt un gain que chacun puisse se revendiquer comme une individualité irréductible, mais avec des moyens limités, etc. Comment on arrive à les rejoindre? C'est vrai, il faut qu'on catégorise malgré tout, et comment on le fait sans remettre des exclusions qu'on n'aurait pas imaginées. Ils sont obligés de faire, ils ne peuvent pas conserver cette ouverture quand eux, ils doivent agir avec des moyens limités. Mais là, tu vois, parce que même au début, je disais, parle plus par identité sexuelle, parle par risque, par exemple, ou par activité. Genre, comme lui, avec le sida, de lui dire, par exemple, tu peux parler de relations sexuelles non protégées. Il dit, ouais, mais après, culturellement, là, d'une sous-communauté à l'autre, les pratiques ne sont pas du tout vues de la même manière. Ça peut être limite même apprécié, là où nous, notre but, pas du tout d'encourager ça. Donc, ils se retrouvent vraiment... non, il y a un vrai problème là pour eux, en termes d'action. D'où le danger des approches prescriptives quand on s'intéresse à des thématiques comme ça. C'est vraiment de la co-construction d'intervention quand on travaille avec des questions qui touchent à différentes catégories.
Puis c'est là qu'on remet même en cause le type d'intervention qu'on donne. Parce qu'arriver en généralisant, justement, c'est qu'on se trouve d'une manière ou d'une autre à faire d'autres catégorisations qui ne sont pas nécessairement les meilleures solutions pour... Fait que, moi, je demeure toujours avec l'idée que co-construire avec les groupes avec qui on travaille, bien, ça permet de connaître les différentes réalités, mais tout en misant sur les points communs que ces personnes-là rencontrent. Voilà. Et quand tu parlais tantôt, ta première question, de dire quelle technique est la plus valide pour aller chercher les fins détails de la migration, ramener les gens dans leur vécu 10 ans plus tard. C'est sûr que l'entretien semi-dirigé n'est pas le meilleur moyen pour faire ça. C'est vraiment du récit de vie. Mais Jean-François et moi, on en a discuté longuement de cette idée. Puis, récit de vie est une technique très, très spécifique, très particulière. Ça serait... On aurait tourné autour de 2, 3, 4 personnes où on serait allé chercher de façon extrêmement détaillée, par du dessin, par exemple, par des schémas, ce qui n'aurait pas du tout donné les mêmes résultats. C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser les entretiens semi-dirigés. Mais récit de vie, pour répondre à ta question, c'est le meilleur moyen de tomber dans ces petits détails là, et de ramener la mémoire.